Alors c'est évidemment très délicat de choisir parce que je crois qu'on a rarement dans l'histoire de la civilisation humaine fait face à autant d'enjeux multiples sur plein de sujets et de secteurs. Mais il me semble qu'il y en a peut-être un qui les rassemble un peu tous ou en tout cas qui les matérialise. Et je le formulerais de cette manière, ce serait de cesser d'ajouter du poids au monde. Il y a quelques temps, c'était à la fin de l'année 2020 je crois, il y a un chiffre qui m'avait beaucoup marqué et qui continue à me faire vraiment travailler, c'est ce jour où l'ensemble des artefacts humains a dépassé le poids des ressources naturelles. Euh, voilà. Et donc, voilà, j'ai mis ça en lien en fait avec plein d'autres phénomènes, notamment le fait que, on le sait, de plus en plus de grandes capitales, de grandes mégalopoles commencent à s'affaisser littéralement sous le poids des constructions. Et de manière générale, il me semble que un de nos principaux soucis, que ce soit sur les questions sociales, climatiques, environnementales, de pollution, c'est vraiment cette espèce d'appétit démesuré qu'a l'espèce humaine pour la production et la création de nouvelles choses dont on n'a pas forcément besoin, pas forcément envie, mais qui viennent alimenter un système économique notamment, mais aussi culturel, et qui est en train de tous nous épuiser au sens propre comme au sens figuré. Alors c'est évidemment comme la plupart des phénomènes multifactoriels. Mais il me semble qu'en tout cas, sans remonter à toute la question historique, aujourd'hui, en tout cas, les principaux freins auxquels on est confronté, c'est d'abord le fait que nous sommes aujourd'hui placés sous l'imposition d'un système capitaliste qui vise à avoir la plus grande rentabilité du capital investi le plus vite possible, et que ce système économique-là, intrinsèquement, a besoin pour fonctionner justement de produire toujours davantage de biens pour ensuite pouvoir les vendre, générer des profits. Voilà, on est dans un espèce de cercle vicieux sous l'emprise de ce système économique très particulier qui n'a pas toujours existé, auquel il existe des alternatives, mais dont aujourd'hui on a du mal à se sortir et dans lequel on est littéralement empêtré. Donc je pense que voilà, ça c'est probablement un des principaux freins aujourd'hui, c'est le frein du poids économique de cette surproduction et qu'il faut par ailleurs écouler. Et donc là j'arrive à un autre frein qui est le frein culturel. Pour écouler toute cette production, en fait on est dans un système qui nous enjoint en permanence à consommer, à acheter, à accumuler euh, des choses qui généralement en plus sont produites à l'autre bout du monde dans des conditions de travail absolument indécentes qui font le tour de la planète pour arriver jusqu'aux vitrines ici et qui bien souvent vont finir dans un tiroir ou dans une poubelle. Et donc ça passe par les effets de mode, par la publicité, par le marketing, par maintenant les sciences cognitives qui développent des trésors d'ingéniosité pour nous pousser à acheter des choses dont on n'a pas besoin, pour lesquelles on n'a pas l'argent nécessaire et qui en plus vont très rapidement être obsolètes. Donc il y a vraiment voilà, à la fois des freins économiques et des freins culturels, mais qui sont conditionnés à cet aspect économique, me semble-t-il. Oui, c'est vrai qu'on a associé à ce système économique et à ce système de croyances culturelles au sens vraiment large du terme, on a associé l'idée de réussite et de bonheur à l'accumulation matérielle. C'est les grandes villas, les voitures plates, tous les signes extérieurs de richesse qui aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, déterminent le statut social d'une personne. Et ça pose évidemment beaucoup de problèmes. D'abord, ça pose un problème énorme d'inégalité sociale et d'injustice sociale, avec beaucoup de frustration qui est générée par le fait que l'écrasante majorité de la population mondiale n'a pas accès à
cette accumulation matérielle de biens qu'on lui fait miroiter comme étant le nec plus ultra du bonheur et de la réussite. Et en plus, ça génère voilà, concrètement l'épuisement des ressources, l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, l'explosion de la pollution. Enfin, finalement, c'est à l'origine de bien des dégâts de ce qu'on constate aujourd'hui, y compris en termes de concentration des richesses dans une petite poignée d'individus, de petites oligarchies qui bénéficient du système au détriment de tous les autres. Oui, c'est pour ça que j'avais souhaité remettre un peu au goût du jour une notion qui a été beaucoup étudiée dans les milieux libertaires et qui est née au début du XXe siècle, qui est la notion de refus de parvenir, qui est à la fois dans sa première acception l'idée vraiment de refuser de parvenir au détriment des siens, de sa propre classe sociale, en acceptant les honneurs et les privilèges qui vous sont tendus par les dominants pour en réalité voilà, vous extraire de votre condition, mais dans le but de vous mettre au service de ce système justement de domination et de prédation. Et donc ce refus de parvenir, il me semblait que c'était vraiment intéressant de regarder en fait en quoi il pourrait nous être utile aujourd'hui, au XXIe siècle, à la fois sur les questions sociales et sur les questions environnementales, puisque vraiment il joint les deux. Et c'est vraiment l'idée non pas de bouder l'ambition ou la réussite, mais de redéfinir ces deux termes, non pas par cette injonction sociale à consommer et à exhiber sa richesse matérielle, mais peut-être par des choses plus sensibles, qui correspondent plus à des véritables désirs singuliers plutôt qu'à des désirs artificiels justement provoqués par la publicité, la mode et les exemples de milliardaires qui figurent en une de certains magazines. Et donc voilà, de refuser de parvenir si ce parvenir se fait au détriment d'autres individus, du vivant et de la possibilité de régénération d'un certain nombre de ressources naturelles, et donc, in fine, tout simplement au détriment de l'habitabilité de la planète. Oui, tout ça revient un peu à cette idée de s'alléger, ce qui rejoint aussi beaucoup de courants de pensée dans le domaine de la décroissance, voilà, ce qu'on appelle la simplicité volontaire ou la sobriété choisie, toutes ces idées qui consistent à allier à la fois, d'un point de vue politique, collectif, une responsabilité partagée, même si tous les torts ne sont pas égaux en termes de culpabilité, mais en tout cas de responsabilité partagée sur le fait de cesser de contribuer à un système délétère qui détruit les personnes comme les écosystèmes. Et d'un point de vue individuel, qui revient aussi à une recherche d'allègement là aussi. Il y a un exemple que je donne de temps en temps sur ce plan individuel. Moi, j'ai quitté la région parisienne il y a 15 ans pour aller m'installer en territoire rural. Et tout d'un coup, j'étais plus bombardée d'affiches de publicité. J'avais plus 30 marques de dentifrice sur lesquelles choisir parce que plus de supermarchés et une épicerie coopérative. Et en fait, le sentiment de soulagement que ça procure, alors évidemment, il ne s'agit pas de prôner une décroissance aveugle, naturellement que certaines personnes plus privilégiées que d'autres ont davantage d'efforts à fournir. Et qu'il est hors de question d'aller demander aux classes sociales déjà les plus défavorisées de se serrer la ceinture en premier. Mais il me semble qu'il y a tout de même une source de bonheur probablement pour beaucoup de personnes à trouver à s'engager dans cette voie de la décroissance, de la sobriété, de la simplicité, et qu'en plus, c'est la condition sine qua non pour un meilleur partage. C'est justement parce que les plus privilégiés auront cette capacité à renoncer au superflu que ceux qui n'ont pas le strict nécessaire, le minimum vital, pourront peut-être, en tout cas dans un monde rêvé, y accéder.
Oui, il me semble que c'est absolument essentiel aujourd'hui, en fait, pour toutes les personnes qui portent dans l'espace public ces notions de décroissance, de simplicité, d'être heureux avec moins, de toujours prendre la précaution d'y adjoindre un souci de justice sociale. Parce que porter ce discours-là sans verbaliser cette précaution qui est majeure serait terriblement indécent, puisqu'on parle aujourd'hui à l'échelle de la planète comme à l'échelle de la France. En réalité, une majorité des personnes n'ont pas ce luxe de se poser la question du superflu, de l'inutile, parce qu'elles ont déjà du mal à accéder au nécessaire. Donc je pense que c'est vraiment une précaution politiquement cruciale à prendre, faute de quoi on va vite vers une forme d'écologie un peu éthérée, hors sol, et finalement assez libérale, qui reviendrait à dire que chaque individu aurait le choix finalement de contribuer à la sauvegarde de la planète, ce qui pour moi est un discours qui politiquement est totalement inopérant. Alors cette question, évidemment, c'est celle qui agite une grande partie d'entre nous, et ce depuis maintenant quelques années. Euh, Moi, j'ai un parcours politique et militant qui est d'abord passé par l'engagement, on va dire, institutionnel. Hein. Voilà, en étant membre d'un parti, le parti de gauche, en misant sur une stratégie de conquête du pouvoir, à la fois par les rues, en termes de contestation, de mouvement social, mais aussi par les urnes. Et j'ai moi-même été élue conseillère régionale pendant 2 mandats, donc 11 ans voilà, à batailler au sein de l'institution. Et je suis arrivée à un moment donné dans mon propre parcours et mes réflexions un peu aux limites de l'exercice. C'est-à-dire qu'il me semble que de ce point de vue-là, nous avons atteint un plafond de verre qui fait qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quelles que soient les mobilisations même massives, même bousculantes pour le pouvoir, je pense que ce soit à la pétition de l'affaire du siècle sur le climat, où il y a quand même plus de 2 millions de signataires, hein, ce qui est absolument gigantesque, ou que ce soit sur les mouvements sociaux plus récents, des gilets jaunes, contre la réforme des retraites, les marches pour le climat, on voit bien qu'on a affaire aujourd'hui à un pouvoir politique qui ne réagit plus à ce rapport de force-là. Et donc, j'en suis venue, à titre personnel, dans ma trajectoire, à un peu délaisser cet aspect du militantisme pour aller vers un militantisme plus autonome, plus empreint probablement de théories anarchistes et libertaires, et surtout plus performatif, c'est-à-dire qui vise moins à poser des actions revendicatives qui auraient comme objet justement de poser avec force une demande vers un tiers, que ce soit le gouvernement, un préfet, une mairie ou une communauté de communes, mais qui, en tant qu'action performative, viserait là à porter en elle-même sa propre réalisation. Je peux donner quelques exemples enfin voilà, en plus avec vraiment une gamme d'intensité suffisamment variée pour mettre tout le monde à l'aise. Mais pour moi, voilà, planter un arbre fruitier, par exemple, est déjà en soi une action performative, dans le sens où, une fois que vous avez planté votre arbre fruitier, vous ne laissez pas un tract avec des revendications. Votre arbre, il est là, il existe, hein, il va prendre un peu de temps pour pousser, mais à terme, il va procurer un peu de fraîcheur, de l'ombre, des fruits, un refuge de biodiversité. Donc, c'est un premier acte performatif. Évidemment, il y a différents degrés d'intensité, et moi je considère que tout ce qui est de l'ordre de l'occupation, par exemple, de terres agricoles, pour empêcher qu'elles soient artificialisées et bétonnées, tant que dure l'occupation, est en soi performatif, puisque tant que l'occupation dure, les terres sont préservées, et donc peuvent continuer à fournir tout simplement de l'alimentation à des êtres humains, ce qui est quand même, on n'en conviendra pas, la chose la plus superflue qui soit. Donc voilà, moi je pense vraiment de plus en plus qu'on a besoin de se diriger vers des actions performatives et reprendre de la puissance d'agir ici et maintenant sans attendre
une hypothétique prise du pouvoir ou une hypothétique révolution ou un hypothétique grand soir. Et que certes, ça ne sera pas suffisant, mais que chaque hectare de terre préservée, chaque espèce en termes de biodiversité, chaque dixième de degré et chaque parcelle de dignité aussi sont aujourd'hui dans l'état des choses bonnes à prendre. Oui, alors Hannah Arendt fait partie avec quelques autres, avec Mona Chollet, avec surtout beaucoup Rosa Luxembourg, voilà, pour citer des figures très, très variées, fait partie de ces personnes que j'essaye de convoquer quand moi-même je doute énormément de l'utilité de ce que je fais, et notamment de la partie littéraire de mon activité. Parce que c'est vrai que voilà, quand je fais ma revue de presse matinale ou tout simplement quand je regarde le monde qui m'entoure, ce qui est malheureusement pour moi très fréquent, je me sens très inquiète, très désespérée et régulièrement je me demande si... bah, voilà, je me pose cette question de me dire, mais en fait, continuer à écrire des livres et notamment des romans dans un monde en train de sombrer, à quoi bon finalement? Est-ce que vraiment c'est une activité utile à poursuivre? Et donc voilà, je me raccroche à des personnes qui sont au-delà de tout soupçon de laxisme ou d'ingénuité pour me convaincre que ça reste utile. Et surtout, c'est vrai qu'avec, depuis la parution de mon petit essai Plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce, il y a 4 ans, je continue encore aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine, pas une journée parfois qui passe sans que j'ai des retours de lectrices et de lecteurs qui me disent à quel point certains passages de ce livre soit les a fait passer à l'action, soit les ont aidés à se sentir moins seuls, soit leur ont permis à un moment de vacillement de ne pas complètement abandonner la lutte, soit tout simplement leur ont permis de poser des mots et parfois de les partager même avec leur entourage proche qui avait parfois du mal à comprendre leur engagement ou leurs angoisses ou leurs élans. Et donc ça c'est vraiment pour moi un espèce de mémo quotidien, hebdomadaire, que oui, les mots posés au bon moment peuvent parfois améliorer des vies. Je ne veux pas dire changer des vies parce que ce serait très présomptueux, mais au moins améliorer des vies. Et en fait, améliorer des vies, bah, c'est précisément la raison pour laquelle je me suis engagée en politique il y a 15 ans. Oui, ce que je soupçonnais déjà, parce que moi-même étant grande lectrice, alors grande lectrice principalement de romans et assez peu d'essais, mais je crois que dans le domaine de la littérature et de la fiction, c'est également vrai. On a toutes et tous, je pense, connu ces moments où un roman change votre manière de regarder le monde, change votre manière d'être au monde. Et je crois il se passe dans certains ouvrages de fiction ce que les anthropologues appellent des moments perspectivistes, c'est-à-dire vraiment des moments où, parce que on est projeté dans la peau d'un personnage qui n'est pas soi, et qu'on regarde le monde à travers ses yeux, à travers son statut social, à travers sa culture, et bien tout d'un coup, en fait, quand on revient à son propre regard et à son propre environnement, à son propre quotidien, et ben on a fait un petit bouger intérieur. Et ce changement de perspective, je crois qu'il est aussi très important aujourd'hui. On a terriblement besoin de décentrer notre regard, notre rapport au monde, de sortir de ce sentiment dans lequel a baigné l'espèce humaine depuis trop longtemps, d'être au centre de l'univers, et que voilà, la littérature peut apporter ce bouger, ce changement de perspective. Alors l'émerveillement, moi je le vis vraiment comme, alors non pas comme un état permanent, loin de là, mais vraiment comme presque une gymnastique entre des moments de profond désespoir et des moments de tout aussi profond émerveillement.
C'est-à-dire, il y a vraiment cette espèce de gymnastique qui s'effectue entre des moments où on est au monde, en tout cas en ce qui me concerne, qui sont plutôt les moments de désespoir, pour être honnête, et des moments presque de repli intérieur, voilà, d'un registre qui serait plutôt celui de l'intime, du sensible, de la lecture, de la contemplation, du lien avec la nature, avec une forme voilà, de ressourcement, même si bon, tous ces mots sont un peu galvaudés aujourd'hui, mais il n'empêche que leurs effets sont toujours aussi profonds. Et je crois qu'en en fait, quand on est privé de ces possibilités de temps d'arrêt, de moments plus intérieurs, de ces moments probablement dans des environnements moins bétonnés, moins urbains, quand on en est privé, ce qui est le cas là encore d'une grande partie de la population, finalement il ne reste que l'exposition à un monde qui aujourd'hui est un monde ultra violent, ultra répressif, ultra dominateur, ultra polluant, ultra pollué, et donc profondément destructeur, pas seulement pour les écosystèmes, mais aussi pour les individus. Et donc il y a vraiment besoin d'avoir ces allers-retours, cette gymnastique à opérer effectivement entre ces deux pôles d'inquiétude et d'émerveillement, et on sait à quel point le monde peut être les deux à la fois et produire beaucoup de chaos et beaucoup de beau également. Encore faut-il avoir la possibilité d'accéder à ces parcelles de beauté. Oui, je crois qu'il y a vraiment en tout cas pour ce qui me concerne, il y a eu quand même des moments vraiment de déclic sur cette compréhension euh, que, en tant qu'espèce humaine, nous appartenons nous-mêmes à la biodiversité et à ces écosystèmes qu'on est en train de détruire. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender, d'abord parce que c'est absolument vertigineux, et très anxiogène quand on en prend vraiment conscience, et aussi parce que en fait, c'est quelque chose qui s'appréhende en partie par le rationnel, le cérébral, l'analyse, la réflexion, mais qu'on a besoin de faire descendre à un moment donné aussi dans le corporel, dans le cœur, dans les veines, dans les tripes, dans les poings. Et en fait, quand on est dans une vie où on n'a pas cette possibilité sensorielle, charnelle, corporelle, de le ressentir vraiment, finalement, ça reste un peu coincé au stade du cerveau, de l'information, et non pas de la perception. Et on sait depuis Deleuze qu'on a besoin de concepts, mais aussi d'affects, pour venir modifier vraiment le percept et la perception, et donc notre manière d'être au monde, et donc nos actions et nos engagements, notamment politiques au sens large du terme. Et donc c'est ça qui rend aussi le changement difficile, d'autant plus qu'il y a un effet cliquet qui fait qu'une fois qu'on a perçu cette appartenance, ce destin commun avec tout ce qu'on est en train de détruire, en fait, le retour en arrière, il est quand même très compliqué, et que je ne peux pas prétendre que ça rende la vie plus heureuse. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que dans ce domaine, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui extrêmement intéressants. Moi, je suis beaucoup des chantiers qui s'appellent Reprise de savoir, qui rejoignent les idées de pluriversité, et qui sont beaucoup de mouvements qui réfléchissent justement à une pédagogie qui lie le cerveau et les mains, qui lie, voilà, enfin, qui viennent aussi beaucoup, enfin, qui s'inspire beaucoup de tout ce qui a été développé dans le domaine de l'éducation populaire, c'est-à-dire de vraiment sortir de cette idée qu'il y aurait des sachants, généralement très cérébraux, et puis une assemblée qui vient les écouter. Et qui part du principe que en fait, ces sachants très cérébraux, ils ont probablement beaucoup de choses à apprendre dans le domaine manuel, artisanal, de reprise de savoir-faire traditionnel, on va dire, qui en plus, voilà, pour moi, deviennent urgents à réapprendre au fur et à mesure qu'on va vers des coupures de courant, comme on les connaît l'été au moment des canicules, parce que tout le monde, tout d'un coup, allume sa clim, et qu'on commence à avoir des pannes de courant. Et bon, voilà, pour tout un tas de raisons, je pense qu'on a vraiment intérêt à être
moins dépendant de l'électricité, de la technologie et du numérique. Voilà vraiment cette idée que, en fait, on remet tout le monde un peu à égalité, pas sur les mêmes sujets. Il continue à y avoir des personnes qui vont être spécialistes d'un domaine de pensée parce que ça fait des années qu'elles y travaillent, mais d'autres personnes qui vont être spécialistes de la boulangerie, du maraîchage, du travail du métal, et qu'en fait on a beaucoup de choses à apprendre les unes et les uns des autres. Et donc je trouve qu'il y a vraiment cette idée maintenant de plus en plus qui commence à arriver dans certains réseaux de reprise de savoir et qui puissent mêler dans la même journée, dans la même semaine, des ateliers très pratiques et des ateliers plus théoriques, et que finalement tout le monde en ressort grandi. La deuxième partie du titre, elle est très importante. C'est pour ça que j'ai tenu à garder l'ensemble de voilà, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, parce que plutôt couler en beauté, tout seul, est presque un contresens par rapport au message que je souhaitais faire passer avec ce livre, puisque l'idée est bien celui du choix. Bon, pour moi, la notion de choix, elle est vraiment fondamentale. Et là, la question est vraiment celle du choix, c'est-à-dire que entre deux options, l'une qui consisterait à flotter sans grâce, c'est-à-dire à participer de la nuisance généralisée du système, participer à écraser des têtes et des pieds au nom de l'ascension sociale, d'une forme de méritocratie complètement dévoyée, ou tout simplement à se dire qu'après tout, on n'a qu'une vie, profitons-en tant qu'il y a des choses à détruire. Si ça, c'est flotter sans grâce, alors oui, peut-être serait-il mieux de couler en beauté. Et couler en beauté, c'est à la fois accepter le déclassement, accepter d'être à contre-courant, accepter de passer sous les radars médiatiques, de passer sous la surface, de rejoindre peut-être aussi des mouvements militants moins médiatisés, moins à la mode, ou tout simplement de mener justement des actions performatives qui vont pas faire la une des journaux, mais qui vont concrètement commencer à changer les choses ici et maintenant. Voilà, pour moi, tout ça, c'est ça que j'entends dans couler en beauté. C'est accepter de cesser de vivre avec son temps, d'une certaine manière, mais le faire avec une forme de tenue, de grâce, de dignité. Cette dignité du présent dont je parle aussi dans le livre, qui ne garantit pas et ne fait pas miroiter de grandes victoires futures, mais qui garantit en tout cas peut-être de pouvoir se regarder dans la glace et de se sentir in fine satisfait de la vie qu'on aura menée. Alors, comme on a beaucoup parlé de plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, je ne peux pas ne pas citer Bernard Moitessier, qui a été un grand navigateur, qui a participé à la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, il y a un peu plus de 50 ans. Et qui, voilà, pour moi, a été vraiment une grande source d'inspiration sur le refus de parvenir, puisqu'alors qu'il était en passe de remporter cette course, au terme d'une délibération intérieure assez intense, il a fini par décider de ne pas rentrer, de ne pas passer cette ligne d'arrivée, de renoncer à la victoire, et en renonçant, a finalement trouvé sa propre voie. Il a donc changé de cap, il est allé s'installer dans le Pacifique. Et là, en plus, il s'est installé dans le Pacifique, pas seulement pour la joie de vivre sous les cocotiers, mais il a continué à mener un combat environnemental contre les essais nucléaires dans le Pacifique et de manière plus générale contre la bétonisation de son petit port d'attache. Donc voilà, ça a été évidemment un personnage qui a été
pour moi et pour ce livre extrêmement important. Et puis je voudrais juste, puisque voilà, ça c'était pour ce premier essai, pour mon second essai sur le même format, on va dire, alors nous irons trouver la beauté ailleurs. Là, c'est vraiment le personnage, la figure de Rosa Luxembourg, qui m'a beaucoup accompagnée, notamment sur sa capacité, y compris dans le plus sombre des mondes qu'on puisse imaginer, un monde de guerre généralisée, et depuis sa cellule de prison, à continuer à s'inquiéter des coccinelles gelées qu'elle récupérait depuis son petit jardin carcéral, à regarder la forme des nuages, tout en continuant à militer et à être une combattante hors pair et au-delà de tout soupçon. Et donc je trouve que c'est voilà, une très belle figure pour rappeler en fait que on peut militer de manière radicale et continuer à accorder de l'importance à la poésie et aux petites choses et aux petits êtres qui semblent minuscules, dérisoires, mais qui gardent toute leur importance.